Bon, Grisou a jamais demandé à être sur YouTube. C'est parce que je vous en ai parlé, je voulais vous le montrer. C'est mon petit corps de livre avec fromage. Regardez ça. Il tient dans deux mains. Regarde en avant. Je suis une YouTubeuse. Toi aussi, tu es un YouTuber. Regarde Grisou. Regarde en avant. Puis là, je ne vous montrerai pas Cannelle en même temps parce que vous allez assister à un combat de chat, là. Mais voilà, je voulais vous montrer Grisou. Là, maintenant, on passe aux choses sérieuses et ennuyantes. Bye, Grisou. T'as mignon. OK. Mais voilà. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule par rapport au texte, les notions sur le texte narratif, parce que vous avez un examen bientôt. Alors, voilà, je vous fais juste un petit résumé, mais étudiez quand même. Lisez votre cahier de notes. On a passé tellement de temps à les prendre, vous êtes quasiment morts. Alors, assurez-vous que ça sert. Hein? OK. La première chose à savoir par rapport au texte narratif, ce sont les descriptions des personnages. Hein? Quand on lit un texte, oh, OK, mon conjoint va vous montrer Kamel maintenant. Bon. Alors, voici le chat méchant. Ça, c'est Cannelle, qui déteste Grisou, puis qui comme ça. C'est qu'on n'est même pas dans la même pièce encore. Alors, Cannelle, ça, c'est mes élèves. C'est ma chaîne YouTube. Je suis une YouTubeuse sans cellulaire, la seule au monde. Oui. Bon, c'est que là, maintenant, on passe vraiment aux choses sérieuses. Moi, je t'aime, même si je t'ai imposé un petit frère que toi, t'aimes pas. OK, alors me revoilà. Je disais donc, la première chose importante à savoir, c'est quand on lit un texte, l'auteur, il va nous faire des descriptions des personnages. Il va nous décrire les personnages de trois façons. De façon physique. Décrire un personnage de façon physique, on décrit l'ensemble de son corps. Si on le voit de loin, par exemple, bon, il y a une démarche rapide, il a l'air grand, il a l'air costaud, au contraire, il a l'air petit, il a l'air faible. On peut décrire également le personnage de façon physique, une partie du corps plus précisément. Tu sais, quand on voit la personne de plus proche, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, la grosseur de ses mains, etc. Et finalement, on peut décrire la personne physiquement avec son habillement ou ses accessoires, ses bijoux, tout ça. OK? Ça, c'est physique. On n'a pas besoin de connaître la personne pour la décrire physiquement. On y va avec ce qu'on voit. Tandis qu'une description psychologique, bien là, on doit connaître la personne. Parce que psychologique, ce sont des qualités ou des défauts du personnage. Également, on peut parler des émotions, des sentiments, comment la personne se sent. Puis finalement, les traits intellectuels, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a dans la tête, c'est quoi, elle a de la facilité dans telle matière, elle a une bonne mémoire, elle a plus de difficultés dans telle autre chose, etc. OK? Et finalement, la troisième façon de décrire un personnage, c'est de façon sociale. Pour décrire un personnage de façon sociale, ce sont des informations, par exemple, ton nom, ton âge, tes origines, les langues que tu vas parler à la maison, est-ce que tu as des frères, est-ce que tu as des sœurs, ta profession, ton rôle dans la société. Par exemple, toi, tu es un élève, moi, je suis une enseignante, le salaire, la marque de voiture, etc. On se rend compte que c'est une description sociale parce que ça ne décrit pas la personne physiquement, de savoir que, par exemple, c'est un plombier. Ça ne décrit pas de façon psychologique. Ce sont des caractéristiques sociales. Donc, trois façons de décrire un personnage: physique, psychologique, social. Point 2. Oui, vous remarquez, j'ai des feuilles de gyps, on fait des travaux dans mon sous-sol. Des connotations. Le mot connotation, ça veut dire que c'est une impression que tu ressens quand tu lis une description. Une connotation, ça peut être positif, ça peut être une connotation qui est positive. Par exemple, si ça dit « l'enseignante de français était très heureuse de retrouver ses élèves », c'est positif. Une connotation négative, si on dit « l'enseignante de français a chicané ses élèves qui n'étaient pas attentifs », c'est une connotation négative. Puis, une connotation neutre, bien, c'est quand on va donner l'information, on va décrire quelque chose, mais ça ne nous fait pas d'impression à l'intérieur, ni de yé, ni de bull. Par exemple, si on dit l'enseignante de français parle devant son futon beige, bien, un futon beige, c'est un futon beige, ça nous fait une image, alors, ça nous permet de nous faire un film dans notre tête, mais c'est pas positif, c'est pas négatif non plus, donc c'est neutre. Troisième point. Importance des personnages. Oui, on en a parlé en classe. Donc, les personnages, que ce soit dans un film ou que ce soit dans un livre, vont avoir une importance dans le récit. Le personnage le plus important, c'est le personnage principal. On peut également l'appeler le héros ou l'héroïne. Ça dépend si c'est une fille ou un garçon, bien sûr. Le personnage principal, il est là du début à la fin du récit. On se soucie de lui, on connaît beaucoup de caractéristiques physiques, psychologiques, sociales de lui et on s'intéresse à son sort, on veut voir ce qui va arriver avec lui. C'est vraiment le personnage le plus important du récit. Juste en dessous, le personnage important,
c'est un personnage qui est très important, il est indispensable. Dans un film, le méchant, dans un livre, le méchant, ça va être un personnage qui est important. Si tu l'enlèves de l'histoire n'a plus de sens, il faut que tu réécrives pratiquement tout au complet, il est indispensable. Tandis que le troisième, le personnage secondaire, c'est un personnage qui a une importance accessoire. Ça veut dire qu'il va poser quelques gestes, il va dire quelques trucs, sauf que ce n'est pas quelque chose qui va modifier complètement le scénario, qui va modifier complètement le livre, qui va faire en sorte que le personnage principal va devoir complètement modifier ses gestes ou sa façon d'être. C'est vraiment un personnage qui est accessoire. Et finalement, en bas de l'échelle, on a les figurants. Les figurants sont là pour que ça ait l'air vraisemblable, l'histoire. Il faut que, quand on s'en va au parc par un bel après-midi d'été, il y a des enfants dans le parc, il y a une maman qui pousse la balançoire, il y a des enfants qui glissent. Il faut que ça ait l'air vrai. Dans une cafétéria d'école secondaire, sur l'heure du dîner, il ne faut pas juste qu'il y ait les personnages du film qui soient là. Il faut qu'il y ait également des gens autour, des figurants, pour que ça ait l'air réel. Donc, des figurants, ça ne parle pas. Ça ne pose aucune action qui va modifier quoi que ce soit. Ça fait seulement partie du décor, mais c'est très important tout de même parce que ça donne toute la vraisemblance qui permet au livre ou au film qu'on y croit, finalement. OK? Le point numéro 4, adjuvant opposant, bien là, c'est plus des mots de vocabulaire. Adjuvant, ça ressemble à aide. C'est un personnage qui est important ou secondaire qui va aider le personnage principal. Donc, le Robin de Batman, le Smithers de M. Burns, ce sont des adjuvants, des personnages qui aident le personnage principal. Tandis que les méchants, ce sont les opposants, ceux qui s'opposent au projet ou à la quête du personnage principal. Ils vont nuire au héros. Cinquièmement, encore des petits mots de vocabulaire. Quand on parle d'un projet ou d'une quête ou d'un but du personnage principal, ça veut dire c'est quoi, lui, qui veut réaliser dans l'histoire, dans le texte? C'est quoi son but ultime? Qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir? Qu'est-ce qu'il essaie de réaliser? C'est quoi son objectif? Donc, on utilise le terme quête ou but ou projet. Ce sont des synonymes. Avant-dernier point, le point 6, tellement important, le schéma narratif. Un schéma, c'est une façon dont est bâtie une histoire. Un texte narratif, une histoire, c'est toujours bâti de la façon suivante. On commence avec une situation initiale. Initiale, on se l'est dit en classe, c'est le début de quelque chose. Donc, le début de l'histoire, bien, l'auteur va nous mettre en contexte. Il va nous dire le qui ou quand quoi. Le qui, c'est-à-dire, bon, qui sont les personnages, ils sont à quel endroit, à quel moment de la journée, de l'année, et le quoi, bien, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Hein? Ils nous font, c'est comme une mise en contexte pour qu'on sache de quoi on parle. Par la suite, il y a l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, la menace, le danger, l'événement qui va venir perturber le personnage principal. Ça peut être quelque chose de tout court, mais ça vient tout changer, là, comment il se sent, qu'est-ce qu'il veut faire. Et là, à partir de l'élément déclencheur, l'histoire est commencée. Puis je vous disais en classe, un bon élément déclencheur va faire un bon film ou un bon livre. Un élément déclencheur ordinaire va faire un film ou un texte ordinaire. OK? Par la suite, bien, on a des péripéties. Les péripéties, c'est les actions que le personnage il tente de faire pour se sortir de l'élément déclencheur, pour essayer de réaliser son projet, sa quête. Mais on se rappelle qu'une péripétie, ça ne fonctionne pas. C'est quand dans la classe, quand je racontais la grand-maman qui s'étouffe avec son arachide, ben quand le petit gars, il tape dans le dos, quand il essaie de lui donner de l'eau, quand il essaie d'aller chercher son grand-père, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est une péripétie. Il va tenter de faire autre chose. Et quand on arrive à la dernière péripétie, la péripétie finale, elle se nomme le dénouement. C'est là qu'on va savoir comment va se dénouer l'histoire. Donc, le dénouement, c'est la dernière péripétie et c'est là qu'on sait si le personnage principal a réussi sa quête ou si sa quête, c'est un échec, il n'a pas réussi. Puis finalement, à la toute fin de l'histoire, on va avoir une situation finale qui va nous ramener un petit peu le qui ou quand quoi, c'est-à-dire après avoir vécu tout ça, le personnage finalement, où est-ce qu'il est rendu, à quel moment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il se sent physiquement, psychologiquement, est-ce qu'il y a eu des gros changements. Donc on vient comme boucler la boucle, si on veut, avec la situation finale. OK? Et finalement, le dernier point à l'étude, la différence entre un narrateur et un auteur. On se rappelle, l'auteur, c'est l'être humain qui écrit le livre. Puis quand on écrit un livre, quand on écrit un texte, on choisit quel type de narrateur on veut utiliser pour raconter l'histoire. Il y a 3 types de narrateurs. Il y a tout d'abord le narrateur externe. Je vous avais donné toutes sortes de synonymes, omniscient, narrateur Dieu. Narrateur externe, c'est le narrateur où le texte va être écrit au « il ». C'est un petit peu comme s'il y avait une caméra magique qui est dans le haut
de l'histoire, qui va tout regarder, qui va tout décrire qu'est-ce qui se passe, mais le narrateur externe, il connaît tout. Il voit comme les personnages de l'intérieur. Ça ne fait pas juste nous décrire comment ils sont physiquement, il peut nous décrire tous les traits psychologiques, il nous dit toutes les pensées, ses objectifs du personnage, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il fait ça. Donc, quand on a un narrateur externe, le lecteur, il connaît beaucoup de choses sur tout ce que pensent les personnages, parce que le narrateur externe, c'est tout. Et c'est écrit au « il ». Il entre dans l'autobus, il est inquiet, il a peur de ne pas réussir son examen, etc., etc. Le deuxième type de narrateur qui existe, c'est le narrateur témoin. Donc, le narrateur témoin, ça le dit, il est témoin de l'histoire, il raconte ce qu'il voit. Mais puisqu'il est témoin et qu'il raconte ce qu'il voit, il n'a pas les mêmes pouvoirs, si on veut, que le narrateur qui est externe. Il ne sait pas comment tout se déroule à l'intérieur, il ne connaît pas l'avenir, il ne sait pas qu'est-ce qui va se produire, il ne sait pas comment se sentent les personnages psychologiquement. Il ne fait que décrire ce qu'il voit. Un peu comme quand je vous disais, si vous êtes à l'arrêt d'autobus, que vous êtes témoin d'un accident, vous allez décrire ce que vous avez vu, mais vous ne savez pas pourquoi la personne elle allait trop vite, vous ne savez pas si elle était pressée d'aller à l'hôpital ou à tel endroit. Vous faites juste décrire ce que vous avez vu, vous êtes un témoin. Le narrateur témoin est donc présent dans l'histoire, mais ce ne sera jamais le personnage principal qui est narrateur témoin. Le narrateur témoin, il va raconter ce que fait le personnage principal. Puis finalement, le dernier type de narrateur, c'est le narrateur qui va être écrit au jeu. Oh, juste un petit instant. Donc, je vais juste vérifier si je vous ai tout dit jusqu'à présent. Oui, OK, je suis rendue au narrateur héros, dernière chose, donc excellent. Le narrateur héros, donc, c'est écrit au jeu et le personnage, il va raconter son histoire à lui. Donc, je me suis levée ce matin, j'avais mal à la tête, je me suis couchée tard hier, j'aurais dû lâcher ma machine plus tôt et dormir mieux. Donc, c'est le personnage principal qui parle, bien entendu. Et là, on a accès à toutes ses émotions, à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il vit, à toutes ses pensées les plus intimes. Sauf que le narrateur héros n'a pas les pouvoirs du narrateur externe. Il ne peut pas savoir ce que les autres savent ou ce que les autres pensent, mais par contre, on a accès à tout ce que lui sait, tout ce que lui pense. Donc, c'est vraiment écrit au jeu. Alors voilà, j'ai tenté de faire un résumé du mieux que j'ai pu. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, ben n'hésitez pas à m'en parler à l'école. Puis n'oubliez pas, étudiez également ce qu'il y a dans votre cahier, puis ça va vous permettre de faire comme une petite révision. Alors sur ce, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, puis à demain, parce qu'on se voit tous les jours, vous avez cette chance. OK, bye!